Voilà, donc bonjour tout le monde. Alors, comme Bruno vient de vous dire, euh, donc l'outil technologique au service de la conversation, alors d'abord en ligne et puis après en présentiel. Alors, je m'appelle Bruno Jacta, j'enseigne à l'université de Tsukuba près de Tokyo. J'ai principalement des étudiants de première et deuxième, troisième et quatrième année. Sauf que les étudiants de deuxième à quatrième année sont tous dans une classe commune, donc dans des cours intermédiaires. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dû mettre en place ces 2 dernières années pour faire face justement au passage donc en ligne et d'essayer au mieux de continuer à donc exploiter la méthode immédiate sur le support donc Internet digital. Alors, donc, là, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est de la conversation. Parce qu'évidemment, quand on est en salle de classe, c'est très facile de demander aux élèves de se mettre en paire ou par trois et de commencer à faire des conversations, mais dès qu'on est en ligne, ça demande pas mal d'organisation pour que ça puisse se passer, on va dire, le plus fluidement possible. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter deux outils, VideoAsk et Flip. Depuis cette année, ça s'appelle Flip, c'était Flipgrid jusqu'à cet été, c'est devenu Flip. Et parler un petit peu de donc, quelque chose que les étudiants, plusieurs étudiants m'ont dit, je n'ai pas l'occasion de parler aux profs. Donc, quand on est en ligne, qu'on a par exemple une classe de 25 ou 30 étudiants en plus, évidemment, les occasions de parler directement avec le professeur sont très, très limitées, à moins d'essayer de s'organiser différemment. Donc, j'ai essayé de contourner un petit peu ce problème et je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait avec VideoAsk. Alors, je vais d'abord vous demander d'ouvrir votre boîte chat et voilà la question. Avez-vous déjà utilisé VideoAsk? Alors, envoyez-moi oui ou non dans la boîte chat. Et puis comme ça, je vais pouvoir voir vos réponses. Tout le monde va pouvoir voir. Alors, Mallory, non. Chloé, non. Tsuyu, non, non. Oui, j'ai beaucoup de non. Non, non, oui. Dominique, oui. D'accord. Non, non, non. Bon, je crois que dans la majorité, c'est plutôt des non que des oui. Bon, vous allez découvrir. Alors, euh, alors, VideoAsk, je ne m'en suis pas servi dès le début. J'ai commencé à expérimenter ça, en fait, cette année, le dernier semestre. Euh, et je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Bruno, est-ce que ça bascule là sur Internet? Oui, Oui, donc on voit ça. Alors, VideoAsk, à la base, c'est pas fait pour les classes, c'est fait pour les business. C'est un petit peu pour faire la promotion de son business. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant pour essayer de l'adapter et l'utiliser avec mes étudiants. Alors, le principe est le suivant. Je vais vous montrer ici la construction donc, de VideoAsk. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous envoie déjà dans le chat le lien. Alors, voilà, j'envoie à tout le monde le lien de VideoAsk. Ah, ça y est, vous avez dû le recevoir dans le chat. Et donc, euh, je vais vous montrer par exemple ici pour la leçon 3. Alors, comme Chloé, moi aussi j'utilise donc pour les premières années Moi Je Communication chez Alma. Et donc les étudiants me disaient, mais vous ne pouvez pas vérifier si ma prononciation elle est bonne, etc., etc. Alors, je vous montre un exemple ici où j'ai 45 réponses sur une question. C'est en fait deux questions. Alors, VideoAsk, le principe est le suivant. Vous pouvez poser une première question. Bonjour, tu es en première année? Bruno, on entend bien là? oui, Ok, super. Alors, tu es en première année, c'est une question qui apparaît dans la leçon 3 donc de Moi Je Communication. Pour les aider, comme c'est vraiment des débutants, j'ai ajouté ici dans des surtitres. Et puis là, ils peuvent simplement cliquer, enregistrer votre réponse et ils peuvent vérifier leur réponse, ils peuvent le réenregistrer et puis ensuite me l'envoyer. Et dès qu'ils ont fait ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça bascule sur une deuxième question qui suit tout de suite.
Tu viens à l'université comment? Et là encore, tac, ils peuvent enregistrer une toute petite réponse. D'accord? Donc, ça, c'est le principe de VideoAsk, c'est qu'on peut faire ici, on peut décider de mettre des étapes. On peut même, et là, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais il y a ce qu'on appelle des boutons ici, et on peut décider de mettre un bouton oui ou non. Et s'ils cliquent oui, ils vont aller vers une autre question, et s'ils cliquent non, ils vont aller vers une autre. Donc, vous pouvez, il y a une architecture interne ici pour aller vers des questions différentes selon leur réponse. Par exemple, s'ils cliquent sur un bouton. Alors, ça donne quoi? Par exemple, alors il me voit comme ça, hein. Tiens, on va prendre Hayato. To- Oui, je suis en première année. To bien à l'université en voiture ou en bus. Voilà, je viens à l'université en voiture ou en bus, hein, c'est ça qu'il m'a dit. Alors, ce qui est intéressant sur Vidéoas, c'est qu'ici, je peux parler directement à Hayato Sake, lui renvoyer une petite vidéo. Et je peux le faire sous le format de vidéo ou d'audio. Par exemple, je peux faire un audio. Je vais cliquer. Bonjour Hayato, moi aussi, je viens à l'université en voiture, mais quand il fait beau, je viens en moto. Et là, je peux me réécouter. Bonjour Hayato, moi aussi, je viens à l'université en voiture, mais quand il fait beau, je viens en moto. Et là, je peux dire oui ou non. Donc oui, je conserve, ça va lui être envoyé. Non, je peux réenregistrer encore autant de fois que je veux. Voilà. Alors ça, c'est le principe de VideoAsk. To bien à l'université en voiture Voilà. Et ou en bus. les étudiants, ils ont vraiment aimé parce qu'ils avaient une réponse qui était euh, vraiment faite intentionnellement pour eux. Moi, ça ne me prend pas beaucoup de temps parce que c'est juste une question, une réponse, et après, à la fin, de ma part, une réaction. Donc là, vous avez deux questions de ma part, deux questions de la part de l'étudiant, et à la fin, une petite réaction de ma part. Et ces réactions, elles peuvent aller plus loin. Je peux éventuellement ici faire une vidéo. Et puis, s'il y a un problème de prononciation, très rapidement, je peux lui dire je viens, attention, c'est un V, c'est pas un B, je viens, et lui envoyer ça comme un retour pédagogique. Alors, il y a un problème avec VideoAsk, c'est que VideoAsk est gratuit, mais a des limitations. C'est que 2 heures maximum d'enregistrement par mois. Et je peux vous dire, on y arrive très vite, même si les étudiants font des tout petits enregistrements de simplement de moins de 10 secondes. Dès que vous avez une trentaine d'étudiants, vous n'allez pas pouvoir le faire plus de 2 ou 3 fois par mois, en fait. Mais voilà, ça peut être un petit outil sympathique dans sa version gratuite. Sa version payante est beaucoup trop chère, donc je déconseille. C'est du genre 8 $ ou 10 $ par mois. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Voilà. OK, alors, si bien sûr vous avez des questions pendant que je vous présente ça, des choses qui vous viennent à l'esprit tout de suite, n'hésitez pas, ou des réactions, allez-y. Alors, je vais vous montrer un deuxième petit outil, et là, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Ça s'appelle Flip maintenant, c'était Flipgrid. Alors, pareil, tout le monde, ouvrons le chat. Allez-y, est-ce que vous avez déjà utilisé Flipgrid? Oui, non? Et alors, Mallory, oui, Alexandre, non. Ah oui, non, non, oui. Ah, on a beaucoup plus de oui maintenant. D'accord. Donc là, c'est moitié-moitié entre des oui et des non, hein. Alors, certains m'ont envoyé un message direct, mais par exemple, quand vous utilisez le chat en Zoom, vous pouvez aussi envoyer à tout le monde pour que tout le monde puisse voir votre réponse. Ça donne un peu une idée générale.
d'où des réponses de tous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous envoyer aussi donc un lien par le chat. Alors, donnez-moi une petite minute. Alors, je vous envoie le lien de Flip. Voilà. Alors, Bruno, j'essaye de revenir là sur... Est-ce que tu vois Flip écrit ici? Oui, Ouais. oui. OK, je suis de retour. Hmm. Ça marche. Alors, Flip, c'est devenu hyper populaire. Je ne sais pas si vous voyez les 7 milliards de vidéos dans 190 pays. Donc, ça a vraiment été une des apps qui ont vu leur nombre d'utilisateurs exploser là, pendant la pandémie. Et c'est grâce justement à l'interface qu'ils proposent. Alors, je vais passer très vite parce que la plupart d'entre vous connaissent. Mais ici, vous pouvez, dans Flipgrid, l'avantage, c'est un petit peu comme Padlet. Vous pouvez créer des thèmes différents. Et là, je vais vous montrer avec des tout débutants. Là, j'ai fait par exemple l'alphabet. Alors ça, c'est vraiment au début de l'année. Alors ça, c'était par exemple en 2020. On a commencé. Et chacun des étudiants va simplement enregistrer l'alphabet. A, B, C. Etc. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, tous les ans, Flipgrid, pour des questions de conservation de l'information, ils effacent les retours. Alors moi, j'avais fait un retour ici à Onoske, et chacun des étudiants, mais on peut encore exporter le data de ce qu'on avait écrit. Et si vous avez fait un retour par vidéo, vous pouvez faire une vidéo publique ou une vidéo privée, c'est-à-dire ici, si je fais une vidéo privée, il n'y a que Onoske qui verra, et si c'est public, tous les étudiants pourront le voir. Alors parfois, c'est intéressant de le faire publiquement pour donner à chaque étudiant une petite information sur un problème de prononciation, pas sur tout, mais simplement sur un problème majeur, un problème qu'ont, on va dire, par exemple, l'ensemble des étudiants. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, juste pour finir, vous pouvez donc faire un retour vidéo, mais là, j'ai plus les vidéos. J'allais vous le faire en démonstration, on n'a pas le temps. Sinon, vous pouvez faire un retour écrit directement. Alors, là, le retour écrit, on peut le voir. Excusez-moi. Est-ce que c'est ça? Alors là, c'est des étudiants de 2e année. Je vais vous montrer ça aussi. Là, vous pouvez voir mes commentaires ici. Alors, on peut avoir... Enfant, Juliette Gréco adore la danse. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est plusieurs choses. D'abord, quand les étudiants font un enregistrement d'un texte qu'ils ont eux-mêmes écrit, on voit ici, automatiquement, on peut avoir les sous-titres qui apparaissent. Enfin, Juliette Gréco adore la danse. C'était un texte à propos de la vie de Juliette Gréco. Et là, j'ai pu faire un petit commentaire écrit, excellente lecture Maya, maintenant tu peux lire avec légèrement plus de vitesse. C'est tout. 2e année. On peut aussi faire un petit retour vidéo très rapidement. Et 3e chose, vous pouvez aussi utiliser les Google Slides, c'est-à-dire eux, ils ont écrit donc leur texte sur Google Slides ici. Je vais vous montrer le texte éventuellement de Maya. Alors, je leur demande de faire ça, c'est que là, c'est la thématique du Covid. Alors, le Covid en France, ils ont eu un texte sur le Covid en France, et vous voyez qu'ils doivent mettre un titre, une photo, et Miwa Yoshihara ici a écrit une phrase. Ils doivent écrire 2 lignes à peu près, c'est au début. Et puis là, prononciation, rythme, intonation, j'ai mis 9 sur 10. C'est quelque chose qu'elle a lu. Elle a lu son texte sur Flipgrid, et là, j'ai surligné donc en orange les endroits où il y avait un problème de prononciation. Et j'ai mis une petite note. Donc, il suffit que l'étudiant retourne donc ici à la France au temps du corona et retrouve donc son enregistrement et essaye de réajuster. Maya Ishii, elle était là, mais c'était... Voilà.
Simplement pour vous dire que ces deux outils, Flip donc, et Video Ask, ont été extrêmement utiles. J'ai usé et abusé de ces applications. Pendant que j'étais en cours en ligne. Moi, je ne repasse en face-à-face qu'à partir donc, de la semaine prochaine. Enfin, ça fait 2 ans et demi que je suis en ligne et l'Université de Tsukuba a enfin accepté que je passe en face-à-face. Et j'ai une intention donc d'utiliser ces outils-là aussi en tant que devoir, par exemple à faire à la maison, etc. Alors, pour la note sur Google Slide, tous les étudiants peuvent l'avoir. Oui, Mallory, tous les étudiants peuvent l'avoir, mais je fais tout pour que les étudiants aient une bonne note. Comme Bruno a pu dire, ou Chloé, surtout Chloé dans sa présentation, j'essaye toujours de leur donner un travail à faire qui est juste un petit peu difficile, mais qui est faisable. Et je fais en sorte qu'ils y arrivent. Donc les notes sont bonnes. Sur 10 points, la plupart des étudiants ont 7, 8, 9, 10 points. Et là, à chaque fois, je leur dis, mais à chaque fois, vous allez améliorer, etc. Et la plupart des étudiants, ils y arrivent. Et le fait que tout le monde voit, en fait, ça a été un grand facteur de motivation. Un, pour faire les devoirs. Moi, j'ai tous les étudiants qui font toujours les devoirs toutes les semaines. Et un facteur de motivation pour bien faire aussi. Que ce soit à l'oral ou que ce soit à l'écrit, j'ai vraiment trouvé extraordinaire ces outils. En fait, j'ai trouvé qu'ils arrivaient mieux, ils ont fait plus de progrès en français que quand j'étais en face-à-face. Donc, j'espère que ces outils vont m'aider quand je vais revenir en face-à-face. Voilà. Alors, il est déjà 20, hein. On va essayer de passer en breakout rooms. Bruno, je vais envoyer la question. Moi, j'ai un petit commentaire à faire, c'est que pendant la formation, on avait vu aussi donc la technique d'utiliser des Google Slides pour faire écrire des dialogues par pair aux étudiants quand ils étaient en ligne. Et on s'était aperçu qu'il y avait des avantages extraordinaires qu'on n'aurait pas suspectés, en fait, soupçonnés avant, par rapport à la technologie du papier qu'on a dans la classe. Parce que le papier, le présentiel, c'est génial, c'est super. Mais quand il travaille sur un Google Slide partagé, tout le monde peut voir ce que les autres écrivent et les feedbacks du prof et tout. Et donc, il y a un effet d'entraînement qui est assez incroyable, quoi, qui m'a personnellement époustouflé. Et il y a eu la même réflexion un petit peu sur Flipgrid, que quand on veut faire, on fait écrire un dialogue, par exemple, à la fin du cours, et on veut le faire jouer, ou en tout cas, on veut leur dire « préparez-vous à le jouer ». Mais quand on est dans une classe normale avec 90 minutes, on ne peut pas faire jouer toutes les paires chaque semaine, c'est juste impossible. Donc, on peut se débrouiller en disant « allez, je fais 2 paires par semaine, aléatoire, etc. » Ce genre de choses, ce genre de stratégie. Mais quand c'est complété par Flipgrid, et en fait, tu n'as pas eu le temps de le montrer aujourd'hui, Bruno, mais tu nous avais expliqué que tu pouvais aussi utiliser Flipgrid avec 2 étudiants qui s'enregistrent ensemble. On fait beaucoup pas seulement ça. un étudiant tout seul. Voilà. Et du coup, quand ils font ce travail, après, c'est comme s'il y avait un test pratiquement, parce qu'ils vont le mettre en ligne, ça va être vu plein de fois, comme j'ai vu là, quand tu faisais passer, il y avait 15 vues, 16 vues. C'est les autres étudiants qui sont allés voir le travail des autres. Regarde, ouais. Et donc, en fait, ils se reprennent, ils le font jusqu'à ce que ce soit super bien et tout. Et c'est vraiment un outil qui m'a aussi vraiment époustouflé, quoi. Et si j'étais en classe… Bruno, oui, excuse-moi, j'ai un étudiant, Bruno, en 2e année, et il m'a dit qu'il a refait sa vidéo 63 fois. Eh ben. J'étais j'ai dit, mais t'es fou. Et en fait, sa performance était excellente. Prononciation et tout, et c'était incroyable. Il m'a dit, mais moi, je veux être parfait. Et c'est un cas extrême. Ils ne sont pas tous comme ça, mais beaucoup des étudiants m'ont dit, ils refont souvent 3, 4, 5 fois. Et c'est pour ça ça donne des choses vraiment extraordinaires. Parce que les autres vont regarder. C'est vraiment l'outil. Je pense que Flipgrid, enfin Flip maintenant. Je pense que c'est l'outil technologique que j'utiliserai en présentiel, parce que
Peut-être faire le travail d'écriture de dialogue pendant la classe, par exemple sur un papier. Ensuite, chacun prend une photo, par exemple, ce genre de choses, quoi. Et après, les faire enregistrer en dehors du cours, ça démultiplie vraiment l'efficacité de l'activité, quoi. Bah, écoutez, on va vous laisser en discuter pendant une quinzaine de minutes jusqu'à 14h35. Vous avez vu la question qui est donc quels outils technologiques utilisez-vous dans vos classes pour interagir avec vos étudiants, que ce soit en présentiel ou en ligne, et puis nous dire un petit peu ce que vous avez trouvé de bien ou utile ou moins bien éventuellement. J'ouvre les salles, je vous laisse tous rentrer dans vos propres breakout rooms et rendez-vous dans 15 minutes. Tout le monde est revenu. Alors, on va essayer de procéder par breakout room. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait bien résumer un peu s'il y a juste des choses intéressantes que vous avez dites dans la salle numéro 1? Par exemple, Véronique, Tanrong, Mallory, qui s'est porté volontaire? Ah, Mallory. On n'entend pas Mallory. Ah, pardon, oui. Alors, on a parlé de nos expériences réciproques et bon, quand on est en école de langue, peut-être comme on a un public assez âgé, c'est parfois un peu délicat d'utiliser les technologies déjà. Et ça, Véronique, on avait le même avis de faire utiliser Zoom. Déjà, c'était un gros défi. Donc voilà, ça coupe un peu l'envie d'essayer autre chose parfois. Et puis aussi, ah oui, Tan Nuang, oui, elle a parlé elle utilisait aussi Skype. Okay. Aussi, plutôt, c'était juste ça. Voilà. Et puis sinon, ah oui, j'ai partagé aussi l'idée, moi j'utilise beaucoup ces Zengengo, je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui. Mais moi je suis vraiment devenue accro à celui-là parce que bon, je travaille dans différentes universités et comme ça me fait utiliser une seule. Je l'utilisais un peu comme aussi un CMS. Oui, c'est ça. Et il y a juste le lien à partager. Donc, même pour les personnes d'un certain âge, en général, ça passe assez facilement. Et puis, j'adore la possibilité, en fait, de travailler pour la prononciation. Bon, c'est une correction qui se fait par intelligence artificielle. Mais comme j'ai observé le même un peu effet, alors ça c'est plutôt dans des classes d'anglais, pardon, mais des étudiants scientifiques, technologiques ou qui aussi aiment la perfection. Et là, il y en avait qui me disaient, oui, j'ai essayé 50 fois de prononcer, mais il me donne jamais la parfait, 100 sur 100. Je oui, alors ça va venir petit à petit, pas besoin d'essayer autant, faut pas se mettre trop la pression, quoi. Ouais. Il y a cet effet vraiment d'exposition des nouvelles technologies comme ça aux autres, au regard des autres. Donc, on essaie de se pousser, de s'améliorer. Par rapport à la difficulté d'utiliser la technologie, une chose que moi, personnellement, je faisais quand j'enseignais dans des classes call à l'université, c'est qu'on faisait toujours, on commençait en classe, pendant la classe, on voyait comment ça marchait. Et après, s'il y avait quelque chose à faire en dehors de la classe, on avait déjà fait. Donc, toutes les technologies un peu difficiles, avec les personnes âgées, si on l'ont déjà utilisé en classe, on peut imaginer que ce sera plus facile, mais forcément, il faut adapter au public. On va passer à la deuxième salle. Et donc, il y avait Jean-Michel, Claire, Julien, Mizuki Osawa, qui se portent volontaires. Donc, on avait un groupe de 4 personnes, 2 hommes, 2 femmes, donc on a très bien respecté la parité. On avait japonais et français, donc c'était très bien, des jeunes et des moins jeunes, tout le monde était super.
Et malheureusement, sur les 4, on n'était pas du tout, on n'était pas du tout dans l'utilisation de la technologie, principalement pour le coût original, en fait. C'est-à-dire qu'il faut se lancer, apprendre, maîtriser déjà soi-même avant de le lancer en classe et puis gérer effectivement tous les petits soucis techniques liés au Wi-Fi ou je ne sais pas quoi, etc. Donc, moi, j'avoue que si je peux éviter, j'évite. Même si je reconnais, hein, j'ai essayé certains d'entre eux, mais ça ne m'a pas, ou ça ne nous a pas non plus apporté vraiment de réelles plus-values, on va dire, quantifiables ou vraiment vérifiables. Mais c'est vrai que, comme disait Claire, on a aussi certains publics qui sont tout technologiques, etc. Donc, pour ces gens-là, effectivement, utiliser un manuel papier, ça tient presque de l'archaïsme du Moyen-Âge. Donc on doit quand même, je pense, s'y habituer petit à petit. Et puis après, si les facs ou les écoles nous demandent de passer dessus, on sera prêt, quoi. Mais c'est vrai Ouais. qu'il y a un petit coup initial quand même qui n'est pas rien, quoi, qui n'est pas neutre. Et si on a beaucoup de place, ça paraît des fois un peu pas assez insurmontable, mais assez chronophage et un peu compliqué, quoi. Mais on a aussi dans l'autre direction, on a aussi des étudiants qui ne sont pas du tout doués avec la technologie. Donc, par exemple, Jean-Michel parlait d'un étudiant qui avait rendu un devoir tapé sur son PC sous Word et qui avait pris une photo avec son smartphone de l'écran de son PC, quoi. Il ne pouvait pas envoyer le document ni rien, quoi. Donc, on a un petit peu tout. Voilà, donc moi, j'ai dit, comme conclusion, j'ai dit, voilà, que quand on a été obligé de le faire pendant le Corona, on l'a fait tant bien que mal, mais j'avoue que je n'ai pas plus apprécié que ça, et dès que j'ai pu revenir aux outils classiques mais efficaces, je m'en suis contenté. Voilà. J'ai un tout petit retour, alors je m'excuse, je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est un peu mon dada à la technologie, et puis Voilà. les manuels papier, c'est important pour moi. Personnellement, la meilleure technologie, qui n'a jamais été dépassée, c'est le papier, hein. Et les livres, l'imprimerie, et un livre imprimé, c'est comme une fenêtre d'ordinateur, mais qui ne s'éteint jamais. Il y a toujours la batterie qui marche. Ça a une profondeur. On peut écrire avec sa main, comme on disait tout à l'heure, hein. Physique. Tout le corps, exactement. Donc, il y a une odeur aussi, il y a une odeur, il y a un toucher, ça tout à fait, c'est une expérience sensorielle. Exactement, ça met en œuvre tous les sens. Moi, je suis assez d'accord avec toi, j'avoue que je préfère. Même si je reconnais certains avantages à la technologie. Donc, la technologie, ça peut être vu comme un complément, hein. C'est pas quelque chose… personnellement, si on disait de passer directement à des manuels digitaux, je serais vraiment contre, et je pense que j'aurais vraiment raison. Parce qu'on perd beaucoup quand on passe au digital total, hein. D'ailleurs, j'ai essayé personnellement dans une classe, j'ai essayé et ça n'a pas marché du tout. Yeah. Par contre, Bruno, il y a certains… Dominique qui lève la main. Vas-y, Dominique. Mais il faut remettre ton micro. Oui, désolée. Moi, j'ai une petite question à Mallory. Je ne connais pas du tout Zengengo, alors je viens de regarder, là, j'ai vu que vous pouvez s'inscrire. On peut utiliser une version gratuite ou voilà, c'est pas faisable? Alors, quand j'ai commencé, il y avait une version gratuite. Je pense que on peut essayer pendant 1 mois ou 2 mois, il me semble. Je sais pas si c'est toujours en fonction, mais normalement, il y avait ça avant, en tout cas. Et après, c'est vrai que ça devient payant, par contre. Moi, quand j'utilise dans 4 endroits, c'est… Voilà. C'est amorti. Voilà, je trouve ça amorti. Donc, et puis ça me facilite beaucoup la vie parce que c'est facile de voir qui a soumis quelque chose. On n'a pas besoin de passer son temps à chercher. C'est très facile d'utilisation, je trouve, en tout cas. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui. Ok. Merci. Eh ben, Dominique, pendant que tu as la parole, qu'est-ce que vous vous êtes dit dans la troisième
Ah, bah, c'est Chloé qui est en charge, je crois, non? Oui, Ah bon? Elle a pris plein de notes. c'est moi Vas-y. la rapporteuse. Mmh. Eh bien, d'abord, c'est Louis qui nous a expliqué qu'il utilisait le système Luna, c'est le Learning Management System de son université, où il pose une question et c'est les étudiants qui s'enregistrent seulement en audio, qui enregistrent une réponse, ou alors il leur demande, par exemple, de se présenter et les étudiants euh, bah, se présentent, font un enregistrement et après, de manière optionnelle, les étudiants peuvent faire des commentaires, répondre à l'enregistrement d'un étudiant, ils peuvent à peu près discuter entre eux. Et il disait que lui, il n'écoutait pas les enregistrements par manque de temps, et comme c'était des devoirs, il faisait juste attention au fait si les étudiants avaient fait ou pas les devoirs. Et pour Dominique, elle, c'était avec Flipgrid, et je pense que c'était assez proche de Bruno, c'est faire des conversations ou une présentation. Et elle disait que les étudiants pouvaient se faire des petits commentaires entre eux et qu'elle elle a aussi parlé du manque de temps pour pouvoir tout écouter et qu'elle écoutait rapidement toutes les vidéos et qu'elle faisait une correction de l'ensemble des fautes les plus répétées. Et c'est vraiment un point, parce que moi aussi j'ai utilisé lors de la formation, j'ai utilisé Flipgrid, j'ai testé Flipgrid dans mes cours et c'était aussi un point qui m'avait un petit peu ennuyé, c'est le temps d'écouter toutes les vidéos, surtout quand on a des grosses classes de 30. Et je pense que c'est pour ça que je n'ai pas utilisé Flipgrid cette année, parce que mes classes de deuxième année sont assez chargées. J'ai une classe de 40-50 étudiants. Donc même divisé par deux, ça devient assez gros. Et après, il y a eu une discussion assez amusante sur vidéo ou enregistrement. Louis disait qu'il pensait que les étudiants étaient gênés par la vidéo et qu'ils préféraient l'enregistrement. Et Dominique disait que non, plutôt c'était une nouvelle génération et qu'ils n'avaient plus peur de la vidéo. Idiotesse. Ah oui, si je peux ajouter sur ce que tu dis là, Chloé, effectivement, je ne vous ai pas montré, mais quand on montre après aux étudiants comment mettre derrière des petites images et des choses, ils font des trucs extraordinaires. Donc en fait, ils veulent montrer que non seulement bon, ils parlent français, mais en plus derrière, ils vont mettre des petites images et tout, des micros, ils vont faire des effets spéciaux et tout. Et donc, ça devient un petit peu comme un jeu pour eux. Et effectivement, moi, j'ai trouvé qu'au contraire, si on s'y prend bien, c'est un peu ce que tu disais, Chloé, à propos de comment on amène le mini-test, hein, comment on les prépare. Bah, pareillement, psychologiquement, si vous les préparez bien et vous leur montrez que ça peut être amusant, en plus du français, de mettre des petites images, des petites choses derrière, il y en a qui se prennent au jeu et qui font des choses vraiment pas mal d'ailleurs. C'est rigolo. Voilà. Et dans la 4e salle, vous êtes choisi un rapporteur ou pas? On avait Alexandre, Saki, Madame Higaki et Yulika. Oui, c'était Alexandre Sensei. Il nous a enseigné en J'ai donné la parole, mais je n'ai pas pris beaucoup de notes. En tout cas, chacun a présenté les outils qu'il utilisait ou qu'il n'utilisait pas. On a évoqué notre ressenti aussi par rapport à l'outil technologique. Et pour ma part, j'ai présenté un petit gadget. Pour moi, c'est plus un gadget qu'un outil, mais que j'utilise en classe de JoQ, donc de niveau avancé. C'est le site Youglish, vous devez connaître. Ça permet de faire une recherche de vidéo sur un mot, une expression ou une phrase. Et c'est utilisable en cours de français, d'anglais, de japonais et encore d'une dizaine de langues. Et ça permet d'avoir un exemple réel tiré du journal télévisé, de youtubeurs ou de films, donc in situ. Et on peut regarder la vidéo si longtemps qu'on veut. Ça peut être 1 seconde, comme ça peut être 5 minutes. On arrête quand on veut. Et pour une recherche, on peut avoir 5, 10, 10 000 résultats. Ça dépend du mot cherché. Et c'est très simple d'utilisation, hein. Ça permet d'illustrer un point de grammaire, un point de vocabulaire. Par exemple, quand on a un terme qui est polysémique, on regarde
quels sont les sens les plus utilisés, ou un point de prononciation. On étudie un peu comment il est prononcé. En plus, pour le français, on peut raffiner la recherche en mettant français de France, français de Suisse, de Belgique ou du Québec. D'accord. Donc, ça peut être intéressant pour faire un petit peu de comparatisme. Et bon, je le redis, pour moi, c'est plus un mini-outil qu'un outil qui va mobiliser beaucoup de temps. Mais je l'ai découvert grâce à une youtubeuse qui donne des cours d'anglais. D'accord. Merci, merci. Hmm. Très bien. En fait, je pense qu'il vaut mieux clôturer. On va s'arrêter ici pour respecter notre timing, comme on a dit. Donc, merci à tout le monde pour vos contributions. Et merci à Bruno pour ton atelier.